Pendant le Moyen Âge, quand la nourriture venait à manquer, les gens devaient y faire preuve d'inventivité avec les maigres ressources dont ils disposaient. Ce qu'ils ont imaginé pourrait bien vous surprendre. Plongeons ensemble dans les méthodes inattendues qu'ils utilisaient pour économiser leurs provisions et survivre aux périodes les plus difficiles. Le pain était l'un des aliments de base les plus essentiels pour survivre, mais pas toujours celui auquel vous pensez. Le pain de blé était un luxe, souvent inaccessible durant les guerres, les épidémies et les famines. Les paysans devaient faire preuve de créativité avec ce qu'ils avaient sous la main. Quand les réserves de céréales s'amenuisaient, le pain à base de farine de gland devenait courant. Les glands, riches en tanins amers, devaient être longuement trempés pour éliminer leur amertume avant d'être moulus. Le pain obtenu était dense et amer. Rien à voir avec les miches moelleuses que nous connaissons aujourd'hui, mais il remplissait son rôle. Une autre alternative était la farine d'écorce, provenant d'arbres comme le pin ou le bouleau. Mélangée à un peu de vraie farine de céréales, elle donnait quelque chose qui ressemblait vaguement à du pain, et ce n'était clairement pas bon. Dans des temps encore plus difficiles, on ajoutait de la craie en poudre pour étirer les réserves de farine. Le pain à la craie avait une texture sableuse et laissait un arrière-goût minéral étrange. Lors de famines sévères, on ajoutait parfois de la sciure de bois dans le mélange, souvent bouillie avant pour la ramollir, puis mélangée à de la farine. Cela n'apportait que peu de nutriments, mais aidait à remplir l'estomac. Les paysans tentaient aussi de récupérer les grains avariés en découpant les parties les plus touchées et en mélangeant le reste avec de l'eau ou des restes de nourriture, créant des galettes de grains moisis. Une autre option désespérée consistait à tremper du pain rassis dans une mauvaise bière, ce qui l'attendrissait tout en ajoutant quelques calories supplémentaires. Tout au fond du baril, on trouvait les croûtes brûlées, raclées dans les fours communs, des morceaux noirs et amers qu'on mâchait tels quels ou qu'on mélangeait à de l'eau. Les galettes de farine de haricots, denses et caoutchouteuses, offraient un peu plus de nutrition grâce aux protéines des légumineuses. Le pain monastique, souvent fabriqué à base de céréales, arrivait fréquemment dur comme la pierre, obligeant les paysans à le tremper dans de l'eau, de la soupe ou de la bière avant de le consommer. Dans les temps les plus durs, le pain était fait d'un mélange de toutes ces substitutions, glands, écorce, craie, sciure, donnant un produit qui ressemblait à peine à du pain. Mais c'était ce qui permettait de rester en vie. Et lorsque même ces maigres pains venaient à manquer, les habitants du Moyen Âge devaient chercher ailleurs pour se nourrir. Quand les récoltes échouaient et que les réserves de nourriture étaient vides, les paysans médiévaux se tournaient vers la nature qui les entourait. La cueillette devenait une compétence essentielle de survie, transmise de génération en génération. Les forêts, prairies et même les fossés en bord de route regorgeaient de nourriture gratuite pour ceux qui savaient où chercher. L'ortie bouillie faisait partie des aliments les plus couramment cueillis. Malgré sa piqûre douloureuse au toucher, une fois bouillie, l'ortie devenait parfaitement comestible et étonnamment nutritive. Riche en fer, calcium et vitamine C, la soupe d'ortie aidait à prévenir le scorbut, fréquent pendant les famines. Les jeunes orties cueillies au printemps étaient les plus prisées, mais en période de crise, même les plus coriaces de l'été étaient ramassées. Les mères médiévales devaient dire à leurs enfants « Ne touche pas cette plante, sauf si on la mange ce soir ». Le ragoût de feuilles de pissenlit était un autre aliment de base du printemps lors des pénuries. Chaque partie du pissenlit est comestible, des racines aux fleurs jaunes. Les feuilles, semblables à la roquette moderne, apportaient des nutriments vitaux lorsque les légumes se faisaient rares. Les paysans cueillaient les feuilles, les faisaient bouillir pour réduire l'amertume et ajoutaient ce qu'ils pouvaient, gras, viande ou reste, pour en faire un repas consistant. Les navets sauvages demandaient plus d'efforts à récolter, mais fournissaient une nourriture plus substantielle. Plus petits et plus amers que leurs cousins cultivés, ces légumes racines pouvaient être rôtis directement dans les braises ou bouillis dans des marmites. Ce n'était pas savoureux selon nos standards modernes, mais cela remplissait les ventres vides et apportait des glucides précieux quand le pain se faisait rare. Les racines de fougère devinrent une source alimentaire importante dans les zones boisées. Certaines variétés,
en particulier la fougère aigle, ont des rhizomes riches en amidon que l'on pouvait déterrer, nettoyer, puis rôtir ou faire bouillir. Le goût s'apparentait à celui de la pomme de terre, mais avec une saveur plus forte et plus terreuse. Cependant, certaines fougères contiennent des composés toxiques. Il était donc vital de savoir lesquels étaient comestibles, une connaissance cruciale pour la survie. La soupe de chardon peut sembler être une punition, mais les paysans affamés savaient que sous les piquants douloureux, les chardons cachèrent des tiges et des racines comestibles. Une fois les épines soigneusement retirées, ces parties pouvaient être bouillies pour faire une soupe. Les jeunes pousses de chardon étaient parfois consommées comme des asperges, quand aucune autre verdure n'était disponible. La mousse d'arbre bouillie dans l'eau devenait une solution de dernier recours pendant les pires famines. Certaines mousses contiennent des glucides qui peuvent être extraits par ébullition, bien que le résultat ait peu de goût et une valeur nutritionnelle quasi inexistante. C'était l'équivalent de manger un tapis mouillé. Mais quand on meurt de faim, même le tapis commence à paraître appétissant. L'herbe bouillie avec de l'ail montre à quel point la créativité peut naître de la faim. En cas de circonstances extrêmes, les paysans récoltaient les jeunes pousses d'herbe, les hachaient finement et les faisaient bouillir avec tout ce qu'ils avaient sous la main pour améliorer le goût. L'ail sauvage, facile à identifier et abondant dans de nombreuses forêts, était souvent utilisé pour rendre cette nourriture désespérée un peu plus mangeable. Dans les régions côtières, les algues crues offraient une nutrition cruciale durant les famines touchant l'intérieur des terres. Certaines algues sont très nutritives, riches en iode et autres minéraux souvent absents des régimes médiévaux. Certaines variétés pouvaient être séchées pour être conservées, créant une source de nourriture durable qui prévenait la famine dans les communautés côtières. Savoir quelles plantes sauvages étaient comestibles n'était pas simplement utile. C'était souvent une question de vie ou de mort. Cette sagesse se transmettait des parents aux enfants, les plus jeunes apprenant dès leur plus jeune âge quelles plantes cueillir et lesquelles éviter. Une erreur pouvait être fatale, car de nombreuses plantes comestibles ont des sosies toxiques. Les ventres qui gargouillaient étaient à peine rassasiés par les plantes cueillies. Les gens du Moyen Âge se tournaient alors vers leurs marmites pour préparer quelque chose de plus consistant. Les repas liquides devinrent le salut de nombreuses familles paysannes pendant les périodes difficiles. Les soupes, ragoûts et bouillons permettaient d'étirer des ingrédients limités pour nourrir plus de bouches, tout en rendant comestibles des aliments qui ne l'auraient pas été autrement. Une seule marmite mijotant sur le feu pouvait nourrir tout un foyer. La soupe à l'oignon faite avec de l'eau vieille était un repas courant lorsque les ressources manquaient. L'eau vieille ne désignait pas de l'eau stagnante, mais le liquide récupéré après la cuisson d'autres aliments. Rien n'était gaspillé dans une cuisine médiévale. Les oignons, relativement faciles à cultiver et à stocker, étaient disponibles même en temps difficiles. Les paysans du Moyen Âge étaient les véritables inventeurs du réduire, réutiliser, recycler. Sauf qu'à la place de sauver la planète, ils essayaient simplement de ne pas mourir de faim. Le bouillon de poireaux occupait une place de choix dans les régimes paysans lors des pénuries alimentaires. Les poireaux sont des légumes robustes, capables de résister à des conditions de culture difficiles et se conservant assez bien. Quand la viande manquait, ce qui était presque toujours le cas en période de crise, les poireaux apportaient du goût à des bouillons autrement fades. Les parties vertes servaient souvent de nourriture pour le bétail en temps normal. Mais en période de famine, chaque morceau finissait dans la marmite. Le porridge de pois cassés offrait l'une des options les plus nutritives pendant les périodes de disette. Les pois secs pouvaient être stockés longtemps, ce qui en faisait un atout précieux quand les aliments frais n'étaient pas disponibles. Une fois cuites en porridge épais, les pois cassaient à la fin plus longtemps que bien d'autres aliments, tout en fournissant des protéines. Des preuves archéologiques retrouvées dans des latrines médiévales montrent que la consommation de pois augmentait en période de pénurie de céréales. La purée de lentilles jouait un rôle similaire. Ces petites légumineuses cuisent relativement vite et sont riches en protéines. Correctement stockées, les lentilles sèches peuvent se conserver plusieurs années, ce qui en faisait un aliment idéal en temps de famine.
On les écrasait souvent après cuisson pour obtenir un plat épais et nourrissant, qu'on pouvait rallonger avec de l'eau quand les réserves venaient à manquer. Dans certaines régions, l'épaississement des soupes avec de l'argile devint une innovation désespérée lors des pires pénuries. Certains types d'argile, ajoutés au bouillon trop liquide, donnaient une consistance plus épaisse et plus rassasiante. Même si l'argile n'apportait aucune valeur nutritive, elle donnait la sensation d'avoir l'estomac plein, une sorte de version médiévale du régime minceur. Ça cale, mais sans calories. Malheureusement, cela signifiait aussi aucun goût et zéro nutrition. Le bouillon d'escargot pourrait retourner l'estomac de bien des gens aujourd'hui, mais ces petites créatures représentaient une source accessible de protéines en temps de crise. Les escargots pouvaient être ramassés facilement dans les jardins ou dans la nature. Le bouillon obtenu après leur cuisson servait souvent de base à d'autres soupes, la viande d'escargot étant réservée comme un luxe protéiné rare. La croûte de fromage trempée puis frite illustre bien l'extrême économie de la cuisine paysanne. Une fois le fromage terminé, la croûte dure n'était pas jetée, mais trempée pour l'attendrir, puis frite pour rehausser des plats autrement fades. Pendant les bonnes années, ces croûtes pouvaient être ajoutées aux soupes pour leur donner du goût. Pendant les famines, elles devenaient parfois le repas principal. La soupe de choux fins ou de choux marinés était un pilier de l'hiver, quand les légumes frais manquaient. Le chou pouvait être conservé par fermentation ou simplement stocké dans des endroits frais et secs pendant plusieurs mois. Quand la nourriture fraîche venait à manquer, on cuisinait le chou conservé en soupe, souvent allongé d'eau à mesure que l'hiver avançait. Le ragoût de grenouille semble tout droit sorti d'un conte de fées, mais ces amphibiens offraient une source gratuite de protéines à ceux qui acceptaient de les attraper. En particulier dans les zones marécageuses, les grenouilles pouvaient être récoltées en quantité durant certaines saisons. Leur chair était généralement mijotée avec les légumes ou herbes disponibles, créant un repas riche en protéines à une époque où la viande d'élevage était introuvable. Quand les soupes ne suffisaient plus, la quête de protéines poussait à des choix très inhabituels. En temps normal, la viande était un luxe pour les paysans médiévaux, réservé aux grandes occasions. Mais pendant les guerres, les épidémies et les famines, la viande devint encore plus rare, obligeant chacun à redéfinir ce qu'il considérait comme comestible. La viande de cheval devint accessible lorsque ces précieux animaux mouraient ou ne pouvaient plus travailler. Les chevaux étaient avant tout des bêtes de somme, pas des animaux de boucherie. Mais lorsqu'un cheval mourait de vieillesse, de blessure ou de faim, on ne laissait pas sa viande se perdre. Le lien affectif que les gens entretenaient avec leurs chevaux de travail faisait de ce repas un moment lourd de tristesse. Les paysans médiévaux avaient leur propre version du circuit court, du champ à l'assiette, ou plutôt de la charrue à la marmite. La consommation de viande de chien marque un point de non-retour dans la détresse alimentaire. Les chiens servaient à chasser, protéger et tenir compagnie, ce qui en faisait un ultime recours. Pourtant, des récits historiques issus de sièges et de famines extrêmes relatent que des chiens errants ou abandonnés étaient parfois mangés quand il n'y avait plus aucune alternative. L'impact psychologique de manger des animaux compagnons montre jusqu'où pouvait aller la détresse. Le ragoût de chat obéissait à la même logique désespérée. Les chats étaient essentiels pour contrôler les rongeurs dans les greniers à grains et les maisons. En manger signifiait non seulement briser un tabou, mais aussi sacrifier une protection précieuse contre les ravages futurs. Mais en période de famine, l'avenir était sacrifié au profit d'une survie immédiate. La viande de corbeau offrait une alternative quand les animaux d'élevage traditionnels n'étaient plus disponibles. Ces oiseaux rusés étaient difficiles à attraper, mais ils restaient présents là où d'autres animaux avaient été chassés jusqu'à extinction. Les corbeaux étaient généralement plumés puis rôtis sur le feu. La viande de corbeau était décrite comme dure et caoutchouteuse, mais en période de famine, toute source de protéines était bienvenue. La viande de hérisson rôtie sur des pierres peut sembler étrange aujourd'hui, mais ces petites créatures piquantes étaient parfois chassées pendant les pénuries alimentaires. Après avoir soigneusement retiré les piquants, leur viande pouvait être rôtie sur des pierres chaudes. Bien que peu consistant, un hérisson fournissait assez de viande pour un petit repas.
Les têtes de poisson bouillies avec des fans de navets illustrent bien la mentalité du « rien ne se perd » propre à la cuisine paysanne. Lorsqu'on avait accès à du poisson, chaque partie était utilisée. Les têtes, souvent jetées par les riches, contiennent des tissus nutritifs autour des joues et des yeux. Bouillies avec les verdures disponibles, elles donnaient un bouillon nourrissant. Le porc salé représentait l'un des aliments de secours les plus traditionnels. Lors des bonnes récoltes, certaines familles pouvaient se permettre d'abattre un cochon et de conserver des morceaux de viande grâce au salage. Ces précieuses réserves étaient rationnées avec soin pendant les périodes difficiles, souvent utilisées comme assaisonnement plutôt que comme plat principal. Les entrailles de poisson salé témoignent aussi de l'utilisation complète de chaque prise. Quand les poissons étaient nettoyés, leurs viscères étaient souvent conservés au sel, au lieu d'être jetés. En période de disette, ces entrailles pouvaient être rincées et ajoutées à des soupes ou des ragoûts. Leur goût et leur texture ne séduiraient peut-être pas les palais modernes, mais ils ajoutaient des protéines et des graisses indispensables à des régimes cruellement déficients. L'anguille fumée était un aliment de famine, très recherché dans les régions où on pouvait en pêcher. L'anguille se conserve bien lorsqu'elle est fumée et offre une chair grasse, riche en calories. Dans les zones marécageuses et le long des berges, les pièges à anguilles faisaient partie des stratégies de sécurité alimentaire. Contrairement à bien d'autres aliments, une anguille correctement fumée pouvait se conserver pendant des mois. Les rats rôtis firent leur entrée dans l'alimentation lors des circonstances les plus extrêmes, notamment pendant les sièges urbains, lorsque toutes les sources classiques de nourriture avaient disparu. Les survivants des sièges médiévaux n'ont probablement pas inventé l'expression « on est ce qu'on mange ». Personne n'a envie de se prendre pour un rat. Les souris des champs sur brochette obéissaient à la même logique désespérée. Plus petites, plusieurs souris étaient capturées et embrochées pour la cuisson. Leur taille réduite permettait une cuisson rapide, même sur un très petit feu. Les enfants étaient souvent chargés de poser de simples pièges pour ces petits mammifères, surtout lorsque le gibier avait depuis longtemps disparu. Des preuves archéologiques issues de mitaines et de fosses d'aisance datant de périodes de famine montrent des changements dans les restes osseux, avec plus de petits mammifères et d'oiseaux, et moins d'animaux domestiques. Ces preuves physiques confirment les récits écrits décrivant l'adaptation alimentaire en temps de crise. Quand les aliments frais venaient à manquer, les provisions conservées devenaient vitales, même si certaines étaient particulièrement désagréables. Face à l'incertitude, les paysans médiévaux comptaient sur la conservation des aliments pour survivre. Sans réfrigération, ils utilisaient des méthodes qui donnaient souvent des résultats malodorants, mais salvateurs. Ces techniques leur permettaient de conserver l'abondance estivale et automnale pour les mois de disette à venir. Le chou mariné était un aliment de base conservé dans de nombreuses régions. Semblable à notre choucroute moderne, le chou était finement émincé, salé par couches, puis laissé à fermenter dans des tonneaux de bois ou des pots en céramique. Le processus de fermentation produisait de l'acide lactique, qui conservait le légume pendant des mois. Chaque famille préparait généralement plusieurs grands contenants après la récolte, afin de tenir tout l'hiver, voire plus longtemps. L'odeur d'un tonneau de choucroute vieux d'un an pouvait vider une maison plus vite qu'un cri de feu, mais personne ne se plaignait quand c'était le seul repas disponible. Les oignons marinés suivaient un procédé de conservation similaire. Les oignons se conservent déjà assez bien dans des conditions fraîches et sèches, mais le marinage prolongeait encore leur durée d'utilisation. Les petits oignons étaient souvent conservés entiers, tandis que les plus gros étaient coupés avant d'être mis en saumure. La solution vinaigrée ne se contentait pas de préserver les légumes, elle ajoutait aussi du goût à des repas de secours autrement insipides. L'ail en saumure offrait à la fois nourriture et remède en période difficile. L'ail était apprécié non seulement pour sa saveur, mais aussi pour ses vertus médicinales supposées, notamment durant les épidémies. La médecine médiévale pensait que les aliments à forte odeur pouvaient contrer les mauvaises humeurs de l'air censé propager les maladies. Bien que l'ail frais se conserve plutôt bien naturellement, le saumuré permettait d'en prolonger l'usage.
Les pois secs représentaient l'un des aliments d'urgence les plus fiables. Après la récolte, ils étaient soigneusement séchés et stockés dans des sacs ou contenants à l'abri de l'humidité et des nuisibles. Un sac de pois secs pouvait nourrir une famille pendant des semaines en cas de pénurie. Avant cuisson, il devait tremper, idéalement toute la nuit. Mais en période de grande détresse, cette étape pouvait être raccourcie, voire ignorée. Les pommes séchées conservées depuis l'automne illustrent bien l'importance de la préservation des fruits. Les pommes fraîches étaient un luxe saisonnier, mais le séchage permettait de profiter de cette source précieuse de sucre naturel tout au long de l'année. Tranchées finement et séchées près de l'âtre ou au soleil, elles pouvaient se conserver plusieurs mois si elles étaient bien entreposées. En temps normal, les pommes séchées étaient parfois réservées aux occasions spéciales, mais en période de pénurie, elles étaient rationnées avec soin. Le vieux beurre extrait de tonneaux révèle une méthode de conservation assez étrangère à nos goûts modernes. Le beurre était souvent conservé en l'enterrant dans des tourbières ou en le stockant dans des tonneaux où il développait une croûte dure qui protégeait l'intérieur. Quand ce beurre stocké était récupéré pendant une disette, il avait souvent une forte odeur rance et un goût prononcé. Pourtant, il fournissait des calories précieuses en graisse à un moment où tout le reste manquait. Le fromage rassis illustre une autre approche de la conservation des produits laitiers. Les fromages à pâte dure ont naturellement une longue durée de vie, mais lors de difficultés prolongées, ils étaient conservés bien au-delà de leur date idéale. L'extérieur durci et moisi était gratté avant consommation. L'intérieur, friable et au goût très fort, restait comestible. La bière aigre mélangée à des herbes montre ce qu'il advenait de l'âle une fois passé. La bière médiévale se gâtait rapidement, faute de pasteurisation ou de bon conditionnement. Quand elle commençait à tourner, on y ajoutait des herbes pour masquer son goût de plus en plus désagréable. En période de pénurie, même la bière très aigre n'était pas jetée, car elle fournissait toujours des calories et une hydratation plus sûre que les eaux potentiellement contaminées. Les méthodes de conservation en disent long sur l'insécurité alimentaire au Moyen Âge. L'effort considérable déployé pour mariner, sécher, fumer ou saler les aliments reflète une société intimement habituée à la pénurie. Contrairement aux pratiques modernes de prepping, souvent motivées par la peur de catastrophes futures, la conservation médiévale faisait simplement partie du cycle annuel normal. Lorsque ces précieuses réserves étaient épuisées, les paysans médiévaux faisaient face à leurs heures les plus sombres et à leurs choix alimentaires les plus désespérés. Quand les stocks préservés étaient vides et que les plantes sauvages devenaient rares, les paysans médiévaux devaient affronter les choix alimentaires les plus sinistres qu'on puisse imaginer. Ces mesures vraiment désespérées représentaient la dernière barrière contre la famine. Tout ce qui pouvait potentiellement nourrir devenait nourriture. Les pommes pourries, écrasées et bouillies illustrent à l'extrême la mentalité du « rien ne se perd ». Quand les pommes stockées commençaient à pourrir, les parties avariées étaient retirées et le reste était écrasé et bouilli pour faire une sorte de compote ou de porridge. Ce procédé de cuisson aidait à tuer les bactéries nocives et rendait le fruit à peine comestible un peu plus sûr. Certains paysans médiévaux étaient les véritables influenceurs alimentaires de leur époque, sauf qu'au lieu de poster de jolies photos de plats sur les réseaux sociaux, ils cherchaient comment rendre une pomme pourrie appétissante pour leurs enfants affamés. Le cuir bouilli entra dans l'alimentation quand la vraie famine s'installait. Le cuir étant fait de peau animale, il contient du collagène qu'on peut extraire après une longue ébullition. Les chaussures, ceintures et autres objets en cuir étaient découpés, soigneusement nettoyés, puis bouillis pendant des heures pour produire un bouillon épais contenant des protéines. Cela n'apportait que peu de nutriments, mais permettait de calmer temporairement la faim. Lors du siège de Paris en 1590, des récits historiques mentionnent que des objets en cuir furent consommés après l'épuisement total des sources alimentaires classiques. Le pain de seigle moisi représentait un danger particulier. Quand le seigle était infecté par le champignon de l'ergot, il produisait des composés provoquant des hallucinations, des convulsions, voire la mort. Cependant, lors de famines sévères, même cet aliment dangereux pouvait être consommé malgré les risques.
Les parties les plus gravement atteintes étaient coupées, mais la consommation, même de petites quantités d'ergot, pouvait entraîner des symptômes que les gens du Moyen Âge attribuaient souvent à des causes surnaturelles plutôt qu'à une intoxication alimentaire. Le vol et la cuisson de nourriture destinée au bétail soulignent l'effondrement des normes sociales en période de faim extrême. La nourriture prévue pour le bétail restant pouvait être secrètement prise et préparée pour la consommation humaine. Les grains et les légumineuses destinés aux animaux étaient généralement de qualité inférieure à ceux cultivés pour les humains, contenant souvent plus de balles, de pierres et de saleté. Néanmoins, on pouvait les nettoyer du mieux possible et les cuire en bouillie. Les carottes gelées consommées crues témoignent de l'abandon des pratiques normales de préparation alimentaire. Les légumes racines gelés dans le sol ou dans les réserves étaient habituellement considérés comme endommagés et réservés à l'alimentation animale en temps normal. Pendant les pénuries alimentaires, ces légumes abîmés par le gel étaient consommés crus, car le combustible pour la cuisson était souvent aussi rare que la nourriture elle-même. La craie ou la terre ajoutée comme agent de remplissage représente sans doute la tentative la plus désespérée de donner l'illusion d'un repas suffisant. Sans valeur nutritionnelle, ces substances étaient ajoutées au repas maigre simplement pour augmenter le volume et procurer une sensation temporaire de satiété. La consommation d'argile, la géophagie, a été documentée dans des conditions de famine extrême, à travers de nombreuses cultures et époques. Les lits de bière utilisés en cuisine montrent l'exploitation totale de chaque source alimentaire possible. Le sédiment au fond des barils de bière, composé principalement de levure morte, était soigneusement récupéré et ajouté à la pâte à pain ou aux soupes pour sa valeur nutritive légère. La levure est relativement riche en protéines comparée à de nombreux aliments disponibles pendant les famines, rendant ces lits étonnamment précieuses. Le témoignage historique de ces mesures désespérées provient principalement de chroniques écrites pendant ou après de grandes famines, d'archives judiciaires documentant des crimes alimentaires et de preuves archéologiques. De nombreux récits décrivent des adultes renonçant entièrement à la nourriture pour que les enfants puissent avoir le peu qui restait. Les taux d'infanticide et d'abandon d'enfants augmentaient pendant les pires famines, les familles étant incapables de nourrir tous leurs membres. L'impact psychologique de ces mesures désespérées perdurait bien après la fin de la crise. De nombreux écrits médiévaux décrivent la honte ressentie par les survivants d'avoir mangé des aliments considérés comme tabous ou répugnants en temps normal. Les autorités religieuses délivraient parfois des dispenses spéciales absolvant les gens du péché pour avoir consommé des aliments interdits durant des famines avérées. Leur connaissance des aliments de secours, ce qui pouvait être mangé, comment cela devait être préparé et quels risques cela comportait, représentait une information de survie cruciale, transmise de génération en génération, aidant les communautés à endurer les périodes les plus dures de l'histoire.